Coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous l'avez voté sur Instagram cette semaine. On va lire des 5 stars prediction. C'était très serré avec les suites de saga, mais à quelques voix près, c'est mes coups de cœur, mes prédictions en termes d'excellente lecture de coups de cœur qui a été choisi. Donc, comme évidemment je n'ai rien à vous dire, pas d'update lecture à vous faire pour le moment, je vais vous présenter une petite palle de livres que je pense absolument adorer. Alors petite, pas du tout, mais vous me connaissez, je ne lirai pas tout, j'en prendrai peut-être d'autres, je ne sais pas, il y en a d'autres qui sont des 5 stars prediction, mais c'est ceux-là qui, soit qu'il faut que je sorte le plus rapidement et qui sont, je pense, des futurs coups de cœur, soit que j'ai très envie de lire. On n'est pas à l'abri d'un changement. Il y en a 5. Le premier, je l'ai brièvement entamé hier. Ça tombe très très bien, mais pour tout vous dire, j'avais un peu réfléchi le truc parce que c'est à la fois un 5 stars prediction, mais c'est aussi une suite de saga. Donc, comme j'avais vu que c'était entre ces deux-là, je me suis dit que c'était l'occasion de l'entamer. Je n'ai lu que 40 pages et c'est Murtagh de Christopher Paolini que m'a offert Cécilia il y a maintenant plus d'un an pour mon anniversaire je crois, et je l'ai très brièvement attaqué en audio. Je me le suis pris en audio puisque je n'ai plus de livre audio. Je pense que je vais alterner entre la lecture papier et la lecture audio, mais ça m'arrange bien d'avoir un livre audio en cours pour tous les moments où je peux pas lire en fait, genre pendant la cuisine et ce genre de trucs, vous connaissez. Donc j'ai lu 40 pages. Les 40 premières pages, ça reprend presque exactement la nouvelle qu'on trouvait dans La Fourchette, la sorcière et le dragon, je crois. Donc l'espèce de petit recueil de nouvelles qui s'intercale entre la fin d'Eragon et Murtagh. Donc c'est très très cool. Je trouve que ça réintroduit très bien le propos. Si jamais comme moi vous avez lu Eragon il y a un moment, sachez qu'il y a un chapitre qui rappelle tous les événements d'Eragon, qui voilà, un résumé spoilant en gros, et c'est très très cool. Alors moi j'ai lu 2 ou 3 fois la saga, donc j'ai tout en tête, il n'y a pas de souci, je la connais très très bien, mais si ça peut vous rassurer, je vous le dis. Et voilà, donc 5 stars prediction parce que j'ai adoré Eragon. Alors je sais que j'ai lu ça il y a vraiment très longtemps. Enfin ma première lecture date d'il y a très longtemps, mais je l'ai relu il y a quelques années, je pense 5 ans, quelque chose comme ça, et j'étais toujours aussi hypée. Voilà, je sais pas si c'est une saga qui est parfaite ou si c'est juste mon ressenti parce que j'avais adoré la première lecture, que j'y attache une forte charge émotionnelle. Peu importe, lui c'est un 5 stars prediction parce que j'adore ce personnage. Voilà, ça va être très très dur d'en parler bien évidemment puisque c'est une suite de saga et que ça pourrait vous spoiler absolument toute la saga Eragon, mais quand je vous en parlerai, soit j'essaierai de rester vague et d'évoquer juste des thématiques, ce genre de choses, soit je mettrai des avertissements spoilers, comme ça les personnes qui ont lu Eragon pourront quand même savoir un petit peu plus précisément ce que j'en pense. Bref, donc ça c'est sûr déjà, c'est déjà attaqué, je vais le lire cette semaine, plus c'est une relique, donc ça tombe vraiment très bien. Les 4 autres lectures que j'ai sorties, alors déjà je vous l'ai déjà dit mais je le redis parce qu'on n'est pas à l'abri d'un changement, c'est pas une palle exhaustive, mais c'est 4 livres vraiment qui à l'instant T me font très envie. Le premier je l'ai acheté très récemment et je pense vraiment que je vais l'adorer, c'est L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp. Pour moi c'est un 5 stars prediction parce que ça aborde toutes les thématiques que j'adore, c'est-à-dire on est dans la Rome du XVIIe siècle. C'est un contexte qui déjà me plaît beaucoup. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Julia, qui connaît le secret d'un poison incolore, inodore, et elle l'utilise pour aider des femmes qui sont maltraitées par leur époux. En tout cas, je pense vraiment que je vais adorer, j'en ai vu que des bons retours, je suis persuadée que ça peut être ce genre de lecture qui va avoir un ratio entre l'action, les événements et le côté un peu soutenu du récit, enfin soutenu dans le sens ça va bouger, ça va voilà, et les thématiques engagées. Et je pense que je peux absolument adorer ce récit et vraiment je l'espère de tout cœur, donc je le mets là, je pense vraiment le sortir. Troisième 5 stars prediction, c'est Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. Pourquoi c'est un 5 stars prediction? Honnêtement c'est purement parce que Emmeline et Elisa l'ont adoré que c'est un 5 stars prediction. Ça veut dire que spontanément je pense que j'aimerais ce texte, voilà, il n'y a pas de souci, mais vu que 2 personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime et avec qui j'ai beaucoup de pensées de manière générale dans la vie très commune et de goûts littéraires communs, ça fait beaucoup de trucs en commun, l'ont adoré. Donc forcément, je suis persuadée que je vais l'aimer. Je suis même persuadée que ça va être un coup de cœur, je l'espère très fort en tout cas. Donc je le mets là, je vais y aller juste comme ça parce que je pense que je vais adorer. Et voilà.
petit 5 Stars Prediction, je suis pas trop inquiète. Quatrième livre, je l'ai acheté très récemment aussi, mais vous remarquerez qu'en général, quand vous venez d'acheter un livre, vous avez envie de le lire tout de suite, et j'aimerais bien faire ça, acheter et sortir des livres. C'est Peau d'âme, donc d'Aude Ziegelmeyer. Je pense vraiment que je peux adorer ce livre. Je pense que je peux l'adorer parce que j'ai cru comprendre que c'était vraiment assez engagé, que l'autrice n'était pas là pour rigoler, et que on allait suivre un personnage qui va avoir une forte évolution entre le moment où l'histoire débute et la fin. La petite citation du début qui est « à tous les hommes qu'il vaudrait mieux dévorer ». Voilà. Est-ce que je vous refais le résumé? Franchement, je pense pas que ce soit nécessaire. C'est une réécriture de peau d'âne. J'ai envie de me laisser porter par la beauté du bouquin et par toutes les promesses qu'il véhicule à travers cette couverture et cette histoire. Donc vraiment, petit 5 Stars Prediction pour moi. Dernier 5 Stars Prediction que lui je vais très bientôt attaquer puisque je vais lire en lecture commune avec Boukosaurus, c'est La mort de l'auteur de Nnedi Okorafor. Pourquoi c'est un 5 Stars Prediction? Parce que c'est Nnedi Okorafor que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Certains de ses titres m'ont vraiment énormément marqué et même si je pense pas avoir eu des coups de cœur absolus, il y en a que j'ai vraiment adoré et Benjamin l'a adoré. Et Benjamin, quand il adore quelque chose, en général, c'est que c'est de la qualité, vraiment. Et j'ai très très hâte de l'attaquer depuis que je l'ai reçu. J'ai pas pris le temps parce que la vie, mais là, Boukosaurus l'a reçu aussi puisqu'on est toutes les deux partenaires Robert Laffont et elle m'a dit viens on le lit. Alors lisons-le et vraiment, je pense que je vais l'aimer. Je sais plus ce que m'en a dit Benjamin, mais il m'a dit j'ai un doute. À quoi il l'a comparé? J'ai lu un truc et il m'a dit si t'as aimé ça, faut que tu lis ça, ça va te plaire. Je sais plus, une lecture assez récente. Bref, si Benjamin tu passes par là, redis-moi si tu te souviens. Mais je pense vraiment que je vais adorer et j'ai bien trop hâte. Il est très très joli, honnêtement, j'aime beaucoup cette couverture. Donc voilà ma petite palle pour cette semaine. Est-ce que je vais lire tout ça? Probablement pas. Est-ce que je vais en sortir d'autres? C'est possible parce qu'il y a plein de livres que je suis persuadée d'aimer. J'aurais pu vous mettre The Royal Coven, j'aurais pu vous mettre Génial, ma mère est morte, typiquement deux 5 Stars Prediction que j'avais mis dans ma palle pour Ko-fi puisque j'ai fait cette vidéo pour Ko-fi il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, et il y en a d'autres. Mais partons sur ça, voyons ce qui sort, voyons comment ça se goupille et laissons-nous porter. Je vais vous laisser. De toute façon, aujourd'hui, j'ai d'autres lectures à finir parce qu'on est encore en mars. Donc, j'ai d'autres lectures à finir pour clôturer mon mois. Je ne sais pas trop si je vais réussir à plus attaquer vraiment ce vlog aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on verra ça demain. Je vous ferai un point demain et on reparlera de toutes ces lectures qui ont l'air incroyables. Donc, je vous laisse avec ça et on se dit à demain. Coucou, on se retrouve pour un update lecture. Je n'ai pas tant lu hier. En fait, si, j'ai lu. Je vais d'ailleurs vous en parler parce que j'ai adoré et que même si je l'avais pas présenté en pâle, bah ça fonctionne. Donc j'ai terminé un livre parce que je voulais absolument terminer mon mois de mars. Je voulais finir un certain truc que je vais vous montrer pour mon mois de mars. Et j'ai avancé un petit peu Murtag. J'ai à peu près écouté l'équivalent de 100 pages sur les 750 je crois. C'est un peu lent ce début, c'est un peu lent. Le début était très chouette parce que je vous avais dit, hein, c'était la nouvelle de La Fourchette, la sorcière et le dragon, je sais pas quoi. Là, c'est un petit peu lent. Murtag est un petit peu en errance. Je ne vais pas vous dire plus parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une suite de saga que je veux pas du tout vous spoiler, machin bidule. Mais c'est un peu lent. Voilà, j'ai un peu envie que ça démarre, j'espère que ça va démarrer bientôt. Ceci étant dit, ça s'écoute très bien, c'est très agréable et je suis très contente de retrouver les personnages, certains personnages en tout cas, et voilà, c'est très cool. Mais c'est un peu plus longué que ce à quoi je m'attendais. En même temps, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu Eragon et c'est possible qu'Eragon aussi ait pas mal de longueur. Toujours est-il que j'avance ça très tranquillement, je ne sais pas si je l'aurai fini cette semaine, mais comme je pense que la semaine prochaine on va partir sur un vlog suite de saga parce que c'est arrivé à égalité avec cette thématique. Je me dis que du coup je pourrais peut-être enchaîner sur un vlog suite de saga, comme ça tout le monde sera content. Et Murtag rentrera dans les deux cas, dans les deux vlogs. Je vais vous parler du livre que j'ai terminé hier. Je l'avais pas mis dans ma palle parce que je ne pense jamais à vérifier mes services de presse avant de présenter des livres, ce qui n'est pas très malin. Mais j'ai attaqué et terminé le tome 2 des Clopin Clopin. J'ai le tome 1 avec moi, donc ça c'est le tome 1. Et ici on est sur le tome 2. Le tome 1 je l'avais acheté, je l'ai relu parce que je l'avais lu il y a un bout de temps. Et j'ai enchaîné avec le tome 2. Ça se lit tout seul. C'est très très gros, il y a des pages d'illustration, enfin voilà, c'est pour ça c'est lu tout seul. J'avais très envie de le lire pour vous en reparler parce qu'il est dans ma palle depuis maintenant un peu trop longtemps à mon goût. J'ai pas pris le temps, mais là je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais et j'ai adoré les deux tomes. Le tome 1 c'est un coup de cœur vraiment parce que ce livre traite de choses absolument
hyper importante. Ça veut dire que dans ce livre jeunesse, on va suivre une bande de jeunes personnes, ils sont tous plus ou moins jeunes. Donc il y a un barbare, une elfe, une humaine et un lutin. Et tous les quatre souffrent d'un handicap différent. Celui de l'elfe, on ne le connaît qu'assez tardivement dans l'ouvrage, donc c'est un handicap invisible. Celui de l'humaine, en fait, elle a eu un accident quand elle était plus petite et depuis, la cheville en compote en fait, et elle a des douleurs chroniques, elle a besoin de béquilles pour se déplacer. Le barbare est non-voyant. Et en plus de ça, le pauvre ne correspond pas du tout aux critères de son peuple parce que lui refuse la violence et qu'il n'est que pacifisme et amour. Concernant le lutin, il souffre de ce qu'on peut qualifier, je pense, de dépression chronique. Et c'est un petit peu compliqué pour lui aussi parce qu'il fait partie d'un peuple particulièrement facétieux, ce qui n'est pas du tout son cas. Donc ensuite, ces quatre personnages qui ont tous et toutes différentes sortes de handicaps avec des douleurs, sans douleur, des handicaps de naissance ou pas, des handicaps invisibles ou pas. Et c'est tellement important. J'aime beaucoup la manière dont c'est traité parce que ici, bien que ce soit difficile, alors plus ou moins, par exemple, le fait que Cotard soit aveugle, il est né comme ça. Donc la question ne se pose pas. Il perçoit tout avec ses autres sens. Il a un petit chien d'aveugle absolument adorable. Donc pour lui, c'est comme ça et c'est tout. C'est pas franchement une souffrance. Mais pour Zoé, donc l'humaine, qui est née sans handicap, c'est très compliqué à vivre. Et donc de toute façon, c'est plus ou moins compliqué en fonction de là d'où vous venez parce que Otard, même si le fait qu'il soit non-voyant n'était pas un problème, le fait qu'il soit trop gentil en était un. Enfin voilà, on parle vraiment à la fois des attentes familiales que l'on peut poser sur les enfants. On parle aussi de handicap, comme je vous disais, de différentes sortes de handicap. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'essaie pas de guérir les personnages. Ça veut dire que ça fait partie d'eux. Ils et elles sont comme ça. Et on est dans l'idée d'accepter les différences des autres, bien de montrer que c'est pas en soi un problème et que les 3/4 du temps, mis à part pour Zoé qui a des douleurs chroniques, c'est les autres le problème, c'est le regard des autres, c'est la manière dont on vous traite. Et ça, c'est vraiment un message pour moi qui est hyper positif, qui est hyper important. À la fois tout ce qui concerne les attentes familiales, tout ce qui concerne les handicaps, tout ce qui concerne l'amitié et comment se comporter avec ses amis, accepter que ses amis soient différents de nous et une façon différente de communiquer ou d'être, accepter leur besoin de parler, leur besoin d'amour, mais aussi parfois leur besoin de distance et de silence. C'est tellement bien fait, c'est tellement positif et ça fait tellement de bien, vraiment. Dans le premier tome, on a une thématique aussi autour de l'immigration parce qu'il y a une bande de Yétis qui a dû quitter sa montagne et qui est descendue dans les plaines parce qu'il y a une brume rouge très dangereuse qui les tue, qui est arrivée. Et donc, on parle du fait d'accepter les personnes qui sont obligées de partir de chez eux. On parle du fait qu'ils n'ont pas envie, ils n'avaient pas envie de partir de chez eux, mais qu'ils n'ont pas eu le choix pour leur survie. Et je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous comprendrez les parallèles et les thématiques. C'est hyper engagé, c'est hyper intelligent. Le deuxième tome est un petit peu sur le même schéma et je l'ai aussi adoré. En fait, ce qui était intéressant, c'est que dans le premier tome, on est du point de vue principalement de Zoé et un petit peu de Fleur. Dans le deuxième tome, on est du point de vue d'Otard. Donc Otard qui est non-voyant. Et je trouve que l'autrice, alors encore une fois, je ne suis pas concernée, donc je ne peux pas totalement dire que c'est parfait, mais je trouve que l'autrice, avec brio, réussit à faire des descriptions de l'environnement par les sensations d'Otard. C'est vraiment hyper intéressant. Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper intéressant et par aussi les descriptions que font ses camarades de ce que eux voient. Je trouve que c'était un très bon tome, c'était une très bonne suite de saga. Je comprends, l'autrice à la fin dit qu'elle était un peu angoissée parce que le tome 1 a vraiment très très bien fonctionné et que c'était un petit peu stressant pour elle, un peu de pression et je trouve qu'il est vraiment génial aussi. On va beaucoup plus creuser cette fois-ci, vous vous en doutez vu qu'on suit Otard principalement, les attentes familiales et les thématiques des relations familiales. Et c'est des thématiques tellement d'actualité pour les enfants, tellement importantes et importantes aussi à lire pour les parents parce que là on se place du point de vue de ces enfants qui ne correspondent pas aux normes, aux attentes de leur famille et de leur peuple et qui se sentent rejetés et qui le vivent, qui ne sont pas heureux en fait dans leur famille parce qu'ils ne correspondent pas à ces attentes. Et c'était très très bon. Donc coup de cœur pour ces deux tomes, je ne peux que vous inviter vraiment à les découvrir, à en parler, à les offrir à un public d'enfants. Coucou, nous sommes mercredi, nous sommes donc le lendemain. J'ai été interrompue parce que mon micro s'est éteint hier. J'ai essayé de le mettre à charger et de refilmer 3 fois. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai baissé les bras. Je suis allée chercher le micro que j'avais la flemme de monter. Et du coup, normalement, ça devrait aller maintenant. Donc hier, je voulais conclure concernant les clopins-clopants. Je vous disais, je crois que c'était
à partir de 9 ans. Ça peut se lire avant pour un bon lecteur. Vous pouvez aussi parfaitement le lire avec l'enfant. Je pense même que c'est le mieux pour discuter de ce qui peut être dit et de ce qui peut se passer dedans. Vu toutes les thématiques que j'ai pu évoquer, ça peut être intéressant. Je pense même que c'est un livre qui peut être intéressant à lire en tant qu'adulte, et je pense que plein d'adultes, ça leur ferait pas de mal de lire ça, même si je pense que c'est pas forcément votre cas à vous ici, si vous me suivez a priori, mais il y a pas mal d'adultes, ça leur ferait pas de mal. Voilà. Donc c'est tout, je voulais clôturer sur ça, mais je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, donc on va s'arrêter là. Vous aurez compris que j'ai absolument adoré. J'ai attaqué un des livres que je vous ai présenté dans ma pile à lire du début de semaine, à savoir La mort de l'auteur de Nnedi Okorafor. J'ai lu 120 pages. Voilà, 120 pages et il en fait 460 à peu près, en sachant que c'est vraiment assez petit. Je sais qu'on se rend pas compte à la caméra quand on regarde, mais en vrai c'est assez petit. L'interligne est vraiment pas très... c'est pas tant l'écriture qui est... La police qui est vraiment... Enfin la police est petite mais ça va, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'interlignes, donc c'est assez dense. Ceci étant dit, ça se lit très bien. En gros, ce début d'histoire, on suit Zelou et sa famille, donc ça commence sur un témoignage, le témoignage de sa sœur aînée, qui s'appelle Interview, et c'est sa grande sœur. Et donc on va avoir des chapitres qui vont s'intercaler avec l'histoire, soit des chapitres de l'histoire qu'a écrit, du roman qu'a écrit Zelou, soit des interviews de personnes de sa famille. Et ça va être compliqué à expliquer bien, mais en gros, Zelou vient d'une famille afro-nigériane, et donc quand le bouquin s'ouvre, elle est à un mariage, au mariage de sa sœur, et donc ce qui se passe, c'est que elle se fait renvoyer de son poste de vacataire à l'université, un peu comme une malpropre honnêtement, et ça va déclencher chez elle une grosse crise d'angoisse et pas mal d'autres choses qui vont la pousser à écrire un livre qu'elle n'avait pas du tout prévu d'écrire, puisque depuis des années et des années, elle est sur l'écriture d'un autre livre qui est un peu refusé de partout, et ça va être le déclencheur en fait, cet événement-là. En même temps, on apprend à la connaître, on apprend à connaître sa famille, on apprend à connaître plein de choses aussi de sa culture, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Nnedi Okorafor, c'est qu'encore une fois, on retrouve cette structure très propre à la plume de Nnedi Okorafor, avec un mélange de modernité, de SF, mais aussi du coup de tradition. On va parler des différents peuples qui existent au Nigeria. Tout ça pour vous dire que, donc, on apprend à connaître Zelou, on apprend à connaître sa famille, son contexte familial, voilà, un peu tout ce qui la constitue en tant qu'individu, et surtout on apprend très rapidement que Zelou est en fauteuil roulant parce qu'à 12 ans elle a eu un accident qui fait qu'elle ne peut plus utiliser ses jambes, et c'est évidemment un élément constitutif de la personne qu'elle est en tant qu'adulte, et c'est d'autant plus intéressant que pour avoir lu une interview de Nnedi Okorafor, c'est quelque chose qui arrivait à Nnedi Okorafor, elle a eu un accident de voiture je crois qui l'a paralysée, alors pas définitivement, elle a pu remarcher etc, mais ça l'a quand même pas mal traumatisée, et il lui a fallu beaucoup de temps pour remarcher et regagner sa mobilité. Tout ça pour vous dire que le début de l'histoire, c'est Zelou qui va écrire ce fameux roman qui va être un énorme succès. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir dans le détail à la fois sa famille, le contexte, voilà, et puis aussi c'est la personnalité de Zelou qui est quand même une personnalité à part entière, qui a un caractère assez particulier, assez fort, assez affirmé, assez différent aussi celui de ses frères et sœurs, chose plutôt intéressante je trouve, et voilà, donc c'est un début franchement très prometteur, j'aime beaucoup, je trouve ça comme toujours très bien écrit, très intelligent, très engagé. On parle aussi beaucoup de racisme. J'essaierai de vous en reparler demain parce que là je vous dis je suis pas mon cerveau est pas aligné, donc j'ai un peu de mal, mais ça démarre très très bien. Par contre aujourd'hui je compte attaquer un nouveau livre, et c'est Katika, écrit par Suzanne Coolidge, que j'ai reçu en service de presse de la part de chez Novell. Je ne vous l'ai pas encore montré, mais il est vraiment vraiment très très beau. Voilà, c'est un jeunesse très très joli, il y a un petit cachet Monsieur Toussaint l'ouverture, mais inspiré sans être copié-collé, que j'aime beaucoup, et je pense que ça peut parfaitement rentrer dans cette vidéo 5 Stars Prediction, parce que j'aime beaucoup ce que publie Novell, et que celui-ci je le sens particulièrement bien. On est dans l'Amérique rurale du 19e siècle, qui est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Je me rends compte, je pensais ne pas trop aimer ça, mais en fait je me rends compte depuis McDowell que j'aime beaucoup ce contexte. Katika rêve en grand, bien au-delà de la maison familiale où elle vit entourée de ses 5 frères et sœurs, mais lorsqu'un accident tragique bouleverse son existence, elle devra puiser dans son imagination pour se réinventer. Vraiment, ça a l'air très très cool. Donc je pense que je vais lire ça aujourd'hui, je pense que ça va, je vais le lire sur la journée. Il sort pour moi demain, donc demain le 3 avril il sort en librairie, et j'ai vachement envie d'en reparler sur Instagram pour sa sortie, donc c'est le moment de le caser, c'est parfait.
Du coup, si j'arrive à avancer un peu Neddy Okorafor et à lire Cathy Carr aujourd'hui, je serai très contente. Je sais pas si je vais réussir à tout faire parce que je suis désolée si tout bouge, mais entre le chat et les enfants, c'est un peu compliqué. Je suis un peu fatiguée, honnêtement. Voilà, c'est une journée comme ça où j'ai pas les yeux en face des trous, donc je ne vais pas plus vous garder parce que je pense que je sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis. Je vais avancer mes lectures et je vous reprendrai demain pour faire un petit point, un petit update. Et voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi. Je reviens donc pour un point lecture. Ça me fait bizarre de ne plus avoir un micro à la main. J'espère que ça va aller. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce micro, donc bon bref. Peu importe. Je n'ai pas avancé La mort de l'auteur hier parce que j'étais fatiguée. Donc par contre, parce que quand même, j'ai attaqué Cathy Carr, donc de Susan Coolidge, qui sort aujourd'hui pour moi, publié chez Novell. J'ai lu 3 chapitres. J'étais fatiguée, hein. Donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui pour vous en reparler. Je vais essayer de vous reprendre aujourd'hui. Plus tard, quand j'aurai terminé, on verra ce que j'arrive à faire. En tout cas, ce début est très très chouette. C'est vraiment dans les vibes de ce type d'ouvrage qu'on aime, qu'on a pu lire enfant. C'est-à-dire que là, on découvre sur ces 3 chapitres Cathy et ses petits frères et sœurs. Donc elle est l'aînée, elle a 12 ans. Et elle a 5 petits frères et sœurs. Leur maman est décédée peu après la naissance du dernier, qui a 4 ans je crois, ou 5 ans, 4-5 ans. Et donc on les voit dans leur vie d'enfant, faire leur vie. C'est vraiment les vibes, un peu ces gamins qui sont un peu libres, qui font un peu, voilà, qui se baladent, qui se salissent. C'est assez chouette parce qu'il y a un passage où tous les enfants parlent de ce qu'ils aimeraient, enfin de leurs rêves d'adultes quand ils seront adultes. Et j'ai trouvé ça cool parce que même si les filles disent je serai très très belle, bon admettons, après tout pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi on pourrait ne pas être belle, d'autant que ça n'est pas relié à la volonté de séduction, puisque les filles qui s'expriment, toutes ont pour ambition de faire des trucs dans leur vie et ne rapportent pas ça à se marier, faire des enfants et les trucs clichés. Elles ont envie d'avoir, je sais pas, une grande maison avec des animaux, un super jardin. Et quand c'est autour de Cathy de s'exprimer, qui s'exprime après c'est sa sœur et sa copine, elle dit oh les garçons, pourquoi pas avoir des petites histoires d'amour, mais bon voilà, moi j'aimerais être exploratrice, être ci, être ça. Et je trouve ça vraiment très chouette. On voit des filles qui ont envie de faire des trucs pour elle, par elle, et Cathy dit il y a ce qu'elle voudrait faire, enfin qui elle voudrait être et ce qu'elle voudrait faire, et elle distingue les deux en disant voilà, en développant ça, et j'ai aimé qu'elle dise ouais, les histoires d'amour, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, ça peut être amusant, mais moi ce que je voudrais surtout c'est, et voilà. Et il y a un côté un peu ouais, c'est quand même moderne quoi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que la petite sœur de 8 ans, qui en fait est vraiment la petite sœur qui a pas de chance entre guillemets, parce que elle est entre les grandes qui la considèrent comme une petite et les petits, elle est trop grande pour les petits en fait, et du coup elle est assez triste et assez malheureuse parce on s'occupe pas trop d'elle. Je trouve ça intéressant. Alors c'est un peu triste évidemment parce que autant Cathy veut aider tout le monde, autant elle est pas très cool avec sa sœur, mais c'est dit dans le texte, c'est mis mot pour mot et c'est explicité, et la petite sœur, donc qui s'appelle, je crois c'est Elsie, qui a un peu rejeté, met des mots dessus aussi, et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment des rapports frères-sœurs qui existent, et je trouve ça cool que ça soit représenté aussi là, ce truc d'être trop petit pour les grands et trop grand pour les petits, et je vais voir comment ça va évoluer. J'espère que ça va évoluer dans le bon sens pour Elsie, qui est vraiment trop mignonne. Voilà, donc ça parle d'amitié, de relations frères-sœurs, de relations aussi avec leur papa. Je crois qu'il est docteur et il est pas beaucoup là, c'est sa sœur à lui, donc leur tante qui s'occupe d'eux, qui est un peu dépassée par ces 6 enfants qui se salissent, qui déchirent leurs vêtements. Elle est plus dans peut-être un peu plus classique et traditionnel, mais en même temps c'est la volonté de son frère que les enfants s'amusent et explorent, donc elle dit trop rien, mais on sent qu'il y a des moments où elle approuve pas le fait qu'on déchire les vêtements et tout, mais voilà, je pense que c'est quand même une tante bienveillante malgré tout, même si elle est un peu stricte peut-être. Donc à voir dans la suite, je vous en reparlerai. Donc de toute façon je pense dès aujourd'hui, dès ce soir, je vais essayer de l'avancer aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais réussir à faire parce que j'ai un enfant malade et plein de trucs à faire, mais je vais essayer, on en reparlera. Donc moralité tout ça, je vais avancer ce que j'ai à faire, j'ai du montage aussi à faire, donc j'ai plein de trucs à faire et je vous tiens au courant. J'essaie de vous reprendre ce soir avant le dodo pour vous dire où j'en suis et si j'ai terminé ça, ce que j'espère, mais c'est pas gagné. Bref, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes donc vendredi. Je voulais vous reprendre hier, mais la vie
Bref, vous savez, je reviens parce que j'ai terminé une lecture. Donc vous vous en doutez, j'ai terminé Cathy Carr. Vous vous en doutez parce que c'est sûrement celui qui était le plus rapide à lire de ceux que j'avais dit que je lirais. Donc j'ai terminé Cathy Carr, écrit par Suzanne Coolidge, publié pour la première fois en 1872. Si je me trompe pas, c'est ça. Sans grande surprise, j'ai vraiment adoré ce bouquin. J'ai trouvé que c'était très très chouette. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas si c'est un coup de cœur absolu. C'est un petit coup de cœur, on va dire, je pense. J'ai trouvé, en fait, je pense que j'en voulais plus. Je pense que c'est toujours un peu le problème. J'en voulais plus. On est à la fois dans des aventures très classiques du quotidien, mais il va se produire un événement auquel je ne m'attendais pas. Et c'est très cool parce que la 4e ne spoil rien sur ça. Et je ne vous dirai rien non plus sur ça. Mais je ne m'y attendais pas. Et c'était hyper intéressant ce que ça a induit. C'est un très gros ressort scénaristique, mais c'était intéressant parce que c'était plutôt bien amené. En fait, c'était amené d'une façon qui disait quelque chose aussi de l'éducation des enfants. J'aime beaucoup l'éducation que leur papa veut qu'ils reçoivent, qu'elles reçoivent tous et toutes, à savoir une certaine liberté, une liberté d'explorer, une liberté de se salir, d'essayer des choses, de faire des bêtises. Et le contrepoint avec cette tantisie qui est un peu stricte est assez intéressant. Et la tantisie, on le sent dès le début parce qu'on sent que c'est un livre qui est plein de bienveillance et qui a envie de véhiculer plein de messages très positifs. C'est pas une méchante femme en fait. Elle a juste une éducation d'une autre époque peut-être, et encore peut-être de son époque en fait au final. C'est peut-être le papa qui est plutôt en avance sur son temps, disons. Elle est pleine d'affection pour eux, elle est pleine d'amour pour eux, elle s'occupe d'eux, elle sacrifie quand même sa vie personnelle. Enfin, je veux dire, tout son temps est dédié à ses enfants, quoi, parce que les petits ne vont pas à l'école, donc elle s'en occupe toute la journée. Enfin, voilà. Il y a vraiment des relations familiales assez intéressantes, et avec une certaine cousine aussi que je vous laisserai découvrir. C'est vraiment très très chouette. Franchement, c'est très doudou, c'est très... et en même temps, c'est pas non plus tout beau tout rose. Il y a des choses un peu plus difficiles, que ça soit des petites choses comme voilà, des moments où les enfants comprennent pas, sont pas d'accord, sont pas contents ou vivent une injustice. Voilà, c'est pas que mignon et rose, mais c'est intéressant la manière dont c'est amené, la manière dont on le traite et dont ça se résout. Et vraiment, c'est trop chouette, c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on nous dit Anne de Green Gables et les 4 filles du Docteur March. J'ai ressenti les deux inspirations parce qu'effectivement, dans le côté un peu libre, un peu bêtise, il y a le côté Anne de Green Gables, mais c'est vrai que l'ambiance fait très les 4 filles du Docteur March, mais en version beaucoup plus libre. Les enfants sont beaucoup plus libres et vraiment ça fait du bien ce genre de livre. Moi, ça me fait du bien en tout cas à moi, et c'est le genre de livre que j'ai envie de faire lire à des enfants parce que bien qu'il soit très ancien, il est vraiment assez moderne sur plein de questions et c'est très intéressant, et je pense que même aujourd'hui, plein d'enfants ont besoin de lire qui elles ont le droit d'être qui elles veulent être, et c'est trop cool. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir lu. Ça s'est à la fois dévoré et en même temps pas tant que ce que j'aurais pensé, parce que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il faut quand même prendre un peu le temps. Donc vraiment, c'était un très bon équilibre. Évidemment, j'en voulais plus. Évidemment, j'avais envie d'avoir l'après. Qu'est-ce qui se passe après les derniers événements de ce bouquin? J'avais envie de les voir encore plus courir dans la nature, créer des cabanes, rêver, enfin voilà. Et c'est comme ça, c'est un livre jeunesse et il faut accepter que quand on écrit un livre pour un public d'enfants d'une dizaine d'années, on peut pas développer ça sur 800 pages. Voilà. Donc en tout cas, c'était très très cool. Je ne peux que vous inviter à le découvrir, à le lire, à le faire lire à des enfants. Vraiment, le lire avec eux-mêmes, discuter de ce qui se passe dedans, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses à discuter, je trouve. Et voilà. Donc très 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 chouette lecture. Petit coup de cœur. Du coup, c'est tout. Enfin, j'ai avancé une lecture numérique, mais je l'ai commencé maintenant. C'est pour le vlog de la semaine prochaine parce que je sais qu'en numérique, je suis très très lente. Donc, j'en vous en reparlerai. Je pense que quand j'introduirai le vlog lundi, si j'ai atteint la moitié, ça sera déjà miraculeux. Donc, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Mais sinon, j'ai pas avancé du tout La mort de l'auteur. Ce qui m'embête beaucoup parce que j'avais envie de lire au moins 2-3 livres cette semaine, et là j'en suis à 1 et je suis toujours à 30% de La mort de l'auteur, et je vois pas ce que je pourrais attaquer qui se lise assez bien durant le laps de temps qui me reste. Enfin si, en fait je pourrais trouver, parce qu'il y a plein de livres 5 Stars Prediction qui sont plus courts. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer La mort de l'auteur le plus que je peux, et j'essaierai peut-être de prendre un livre plus court demain. On verra, je vais essayer. Vous savez que entre ce que j'aimerais faire et ce que je fais concrètement, il y a souvent un monde. Bref, on se dit à plus tard.
Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi, je reviens pour un point lecture. J'ai vraiment bien lu hier et aujourd'hui et j'ai pu terminer La mort de l'auteur de Nnedi Okorafor que j'ai reçu en service de presse de la part de Robert Laffont et j'ai adoré. C'était une très bonne prédiction, j'ai adoré, c'était vraiment génial. Ici, on va suivre Zelou qui est une jeune femme noire, elle a une trentaine d'années au début, qui a eu un accident quand elle avait 12 ans et qui est paraplégique, c'est écrit derrière. Donc on va suivre Zelou qui va vivre un truc un peu difficile, va se faire envoyer de son poste de vacataire à la fac et qui, dans la foulée de ce renvoi et d'un mariage qui se passe au Nigeria, va écrire un roman de SF qui va être un roman à succès absolument incroyable. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, de tous les ouvrages que j'ai lus de Nnedi Okorafor, c'est peut-être le moins perché, le plus clair et le plus simple à comprendre parce qu'il y a vraiment un fil narratif assez évident. C'est plutôt bien fait, c'est assez linéaire. Alors on a des passages de son fameux roman qui s'intercalent avec la vie de Zelou, mais voilà, franchement c'est assez simple à suivre, donc c'est peut-être le moins perché, je pourrais dire, je pense. C'était absolument génial, c'était incroyable, c'était intelligent, c'était bien écrit. C'est un livre qui va parler effectivement, qui va être de la SF, et il va y avoir une histoire de SF, mais qui va parler de beaucoup d'autres choses que j'adore pour ça Nnedi Okorafor, parce qu'elle reprend toujours un petit peu les mêmes ingrédients pour en tout cas une partie de la construction des personnages, c'est-à-dire qu'on suit des Nigériano-États-Uniens qui ont des racines au Nigeria, qui retournent au Nigeria, et donc on va la suivre avec dans ses relations notamment familiales, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on voit le poids de la culture et de la tradition qui viennent s'intercaler dans cette famille qui est en fait très états-unienne. Ça veut dire que tous ont fait des études, il y a un des frères qui est avocat, l'autre qui est médecin, il y en a une qui fait des études de médecine, enfin voilà, on est quand même dans une famille assez élevée socialement, enfin plutôt bourgeoise en fait, et pourtant le poids de la tradition et le poids de la culture qui est un poids sans en être un, parfois c'est quelque chose de très positif et parfois c'est un poids, ça dépend. J'ai trouvé que c'était génial, j'ai trouvé que c'était tellement riche de tout ça, tellement riche d'une culture que moi personnellement je ne connais pas très bien, donc parce que ses parents viennent tous les deux du Nigeria, mais son père ou sa mère, je sais plus, vient du peuple Igbo et l'autre vient du peuple Yoruba, je crois, j'espère que je le dis bien, j'espère que c'est ça. Bref, en tout cas, c'était génial. Ça va être très dur d'en parler honnêtement parce que je pense que il vaut mieux pas trop en savoir. J'ai adoré découvrir les personnages, j'ai adoré la voir évoluer, la voir changer. C'est vraiment un personnage très typique de chez Nnedi Okorafor, dire une femme noire qui ne se laisse pas faire, qui refuse d'être dans la norme à son détriment à elle et qui est mal considérée pour ça, qui même par sa famille, parfois qui est pas très bien traitée parce qu'elle refuse cette norme et ses attentes. Elle refuse tout ça et c'est pas facile, mais en même temps elle veut pas être autre chose que ce qu'elle est et elle veut avoir le droit d'exister en tant qu'individu. C'est d'autant plus difficile que, évidemment, il y a tout le poids du racisme aux États-Unis, il y a le fait d'être une femme, il y a le fait d'être une femme en situation de handicap, il y a beaucoup de choses pas faciles dans la vie de Zelou et pourtant c'est une queen et c'était génial, j'ai adoré sa relation avec un personnage masculin que j'ai trouvé vraiment très intéressante et j'ai adoré toute cette plongée dans une culture que moi je ne connais personnellement pas. Bref, je pense que vous aurez compris, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça intelligent, je pourrais développer toutes les thématiques qui sont développées dans cette ouvrage parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je pense que il faut se laisser porter, puis je viens de le finir et j'ai encore peut-être des choses un peu à digérer. La fin était assez géniale, assez surprenante, enfin franchement c'était un excellent bouquin. J'ai adoré, je l'ai dévoré, je trouve que ça se lit très bien parce qu'on a envie de savoir où on va, on a envie de voir où va aller Zelou et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que si au début les passages un petit peu plus dans l'univers des robots, on va dire, sont un peu perturbant, voilà, c'est ces passages avec ce petit robot là, c'est un peu opaque, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Je trouve ça intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, c'est de plus en plus simple et fluide et je pense que c'est un peu fait exprès et je pense que ça peut être intéressant et c'est ce que je vais faire, de relire ces premiers chapitres là, les premiers chapitres du monde robotique pour que ça fasse sens avec la fin. Bon, c'était une excellente lecture, je ne peux que vous la recommander, c'est vraiment très engagé, c'est
c'était génial. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense qu'il va être dans mon top de l'année parce que c'était vraiment très très bon. Et voilà, il faut découvrir Nnedi Okorafor. Je pense que même si c'est pas le plus court, très loin de là, c'est peut-être un des plus accessibles, comme je vous disais, en termes de linéarité et d'histoire. C'est pas trop perché, on a plus de prise sur le texte peut-être que dans Binti ou dans Qui a peur de la mort. Mais en même temps, on retrouve à la fois la patte, les personnages et les ingrédients qui fait que Nnedi Okorafor, c'est vraiment très 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 bon. Voilà, donc j'ai terminé ça. J'espère que je vous en ai bien parlé, que je vous ai donné envie de le lire parce que vraiment c'était génial. Du coup, dans la foulée, vu que j'ai décidé que j'allais faire un week-end de lecture, vu qu'il fait beau, je lis dehors et que j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai décidé d'attaquer celui-ci. Je vous l'avais présenté au début de la semaine dans mes 5 Stars Prediction, donc L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp. En très peu de temps, j'ai lu un tiers du bouquin. Ça se lit vraiment très très facilement, beaucoup plus facilement que La mort de l'auteur. Puis c'est cool, ça me change aussi un peu d'univers et tout. Ça me permet de switcher facilement d'une lecture à une autre, de changer totalement de genre et tout. Ce que je peux vous en dire sur ce premier tiers, c'est que je suis pas ultra fan de la plume. Je trouve qu'elle est très simple. Déjà, c'est de la première personne. La première personne, c'est toujours un peu qui tout double. Soit ça passe très bien et j'adore, soit je trouve ça un peu, c'est un côté un peu factice. Et là, je trouve que je sais pas trop. Je suis pas ultra fan de l'écriture, honnêtement. Je trouve que ça va vite sur certaines choses. C'est un peu rushé, je trouve, quelque part. En même temps, ça aborde des thématiques hyper importantes. On va suivre l'histoire de Julia. Donc, dans la première partie, le premier tiers, en gros, elle vit avec sa mère Théophana à Palerme. Sa mère qui était courtisane, on va dire, à la cour du roi d'Espagne et qui est rentrée en Italie avec un homme qu'il a épousé, qui est assez riche. Donc, elles ont une très bonne situation, toutes les deux. Dès le début, en fait, Théophana dit à sa fille Julia, qui est le personnage principal et qui est celle qui nous raconte l'histoire, qu'elle va lui donner son secret. On le sait dès le début, son secret évidemment, c'est qu'elle fabrique cette fameuse aqua, donc ce poison absolument indétectable qu'elle donne à des femmes qui sont battues, maltraitées, etc. pour se débarrasser des hommes. Dès le début, Julia va apprendre cette recette et très rapidement, on comprend que le mari de sa mère est pas quelqu'un de très bien et en plus, il fricote avec l'Inquisition et il va y avoir des arrestations et je vous laisserai découvrir la suite. Tout ce que je peux vous dire et qui semble assez évident, c'est que, puis c'est dès le début du résumé, c'est que Julia va partir de Palerme et aller à Rome et je ne vais pas vous en dire plus. Il n'y a pas franchement de spoil à donner parce que dès le début on sait où on va et ce qu'on va faire, on sait de quoi on va parler, on se doute des personnages qu'on va rencontrer et c'est très perturbant. Et bref, voilà, donc il n'y a pas vraiment de spoil. Je sais pas très bien où on va. Enfin si, je sais où on va en fait, je sais juste pas comment on va y aller. Donc voilà, j'en suis là, je suis sur Juliana qui est partie pour Rome et je vais voir où ça va. Je pense que ça va être intéressant en termes de thématiques parce que c'est un livre grand public qui va parler de thématiques assez engagées, mais je pense pas pour le coup que ça va être un 5 étoiles ou un coup de cœur. Je m'attendais pas à ce type d'écriture là. Je pense que je m'attendais à quelque chose peut-être plus proche de ce que j'ai lu avec Kiran Millwood Earlgrave. Je vais le terminer aujourd'hui, je vous en reparlerai demain pour la clôture et je vais attaquer un livre qu'on doit lire avec Emmeline qui est un Gallmeister mais je sais plus, l'héritage sans nom je crois, je vous en ai parlé assez récemment dans le book haul. Oui, je sors d'autres livres que ce que j'avais prévu mais comme d'hab. Donc je vais terminer ça va se faire très bien et je vais attaquer l'autre et on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien évidemment le terminer sur le week-end pour clôturer le vlog avec ces deux lectures mais je ne sais pas. Bref, je vais vous laisser avec ça. Et je vous reprends demain pour clôturer et vous dire ce que j'ai pensé de ces lectures. A plus tard. Coucou, on se retrouve dimanche, il est 17h. Le vlog ne sera jamais à l'heure. Mais c'est pas grave, je le sortirai ce soir ou demain matin, on verra bien. Je vous reprends parce que j'ai terminé 2 livres dont j'aimerais vous reparler avant de clôturer. Et si je vous ai pas pris avant, c'est pas parce que j'avais pas terminé. Enfin si, c'est parce que j'avais pas terminé le deuxième. Mais j'avais juste pas envie de faire du montage et quoi que ce soit, si ce n'est lire ce livre. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que l'autre d'avant était vraiment pas ouf. Donc j'ai terminé L'Empoisonneuse de Palerme cette nuit et c'était vraiment médiocre. J'ai trouvé ça assez médiocre. Honnêtement, ça m'a pas du tout convaincue. C'est pas totalement mauvais, mais ouais, c'est médiocre quoi. Donc je l'ai posé à un tiers, ou la dernière fois que je vous ai fait un point. Je pense que si j'avais continué et que j'avais fait une deuxième pause, je l'aurais juste pas repris. Là je l'ai enchaîné, j'ai lu le dernier tiers en diagonale, mais vraiment c'était
pas très bon. Je vais être honnête avec vous, je pense que ça méritait pas les sous que ça a coûté pour la traduction, très sincèrement. Il y a beaucoup trop de défauts à ce livre qui fonctionne pas. Je vous avais dit que l'écriture c'était vraiment pas top, mais j'aurais pu passer au-dessus d'une écriture très simpliste. Parmi les défauts que je reproche à ce livre, sans vous spoiler, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas du tout fouillés, pas du tout creusés. Même pour le personnage principal dont on sait des événements du passé, voilà, on le sait. Ça fonctionne dans la première partie. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'aimer les personnages, je peux les détester. Mais j'ai besoin un minimum de les trouver intéressants, voilà, de trouver qu'ils apportent quelque chose à l'histoire. Là, c'était pas le cas. C'était vraiment des personnages très plats, sans grand intérêt. Même leur traumatisme qui aurait dû nourrir la construction de ces personnages, en fait, pas du tout. C'était juste, vous savez que c'est arrivé, vous comprenez qu'a priori c'est censé les avoir traumatisés, mais ça se reflète pas. Enfin, je veux dire, ça se reflète pas dans leur façon d'être. Le personnage principal rappelle ses traumatismes. Mais si elle le rappelait pas, vous l'oublieriez. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire. Il n'y a pas de réalité dans ces personnages. Bon, déjà, ça fonctionnait pas trop. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le récit. Il y a un côté fantastique qui ne sert à rien et qui n'apporte vraiment pas grand chose à part de la confusion au récit. C'était pas nécessaire. C'est un récit, vous savez déjà la fin au début, puisque le prologue s'ouvre sur la fin. Ce qui en soi peut ne pas être dérangeant parce que parfois, c'est pas la finalité qui compte, mais le chemin qui amène à cette finalité. Sauf que là, le chemin était, il apportait rien. J'aurais juste lu la fin, j'aurais pu vous dire ce qui se passait dans le bouquin parce que il y a rien de surprenant, il y a rien de vraiment pas du tout quoi. Enfin en tout cas pour moi j'ai trouvé. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. J'ai trouvé que le message que voulait véhiculer le livre sur la sororité passait pas du tout, fonctionnait pas parce que très rapidement je trouve que on n'a plus de sororité dans le bouquin. En fait, on passe d'une volonté de combat contre le patriarcat et d'oppression systémique à un cas individuel qui ressemble en fait à de la vengeance individuelle. Et si dans une certaine mesure ça aurait pu marcher, c'est pas creusé. Donc du coup ça fonctionne pas. On n'est ni dans la sororité, ni dans le female rage. Pas du tout, on est dans rien de tout ça. Enfin vraiment, ça remplit. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé, c'est que ça remplit aucune des promesses qui étaient pour moi annoncées dans ce bouquin. En plus, à un moment, on suit le point de vue du pape. C'est lourd. Alors heureusement qu'il est là quelque part pour nous rappeler à quel point la société est patriarcale, parce que vu que c'est presque effacé du récit de l'empoisonneuse, voilà, mais voilà, on est sur un pape, c'est cliché, les personnages sont assez clichés, enfin vraiment ça fonctionnait pas du tout pour moi. J'irais même jusqu'à dire honnêtement que pour moi quelqu'un qui lit ce bouquin et qui est pas féministe, qui est pas convaincu par la nécessité de la colère des femmes et etc., va fermer ce livre en se disant ouais voilà, encore une hystérique quoi. Et j'en suis presque sûre. Enfin, si vous voulez lire de la bonne sororité, si ce que vous cherchez c'est de la sororité, parce que moi je cherchais de la sororité, c'est ce qu'on me dit. On me dit une femme qui donne du poison à d'autres femmes pour que ces femmes se débarrassent des hommes violents dans leur entourage et se libèrent. Moi, j'entends sororité. Enfin, je suis peut-être... surtout qu'elles font pas payer. Donc voilà. Si vous cherchez un bon livre de sororité avec des sorcières, ou voilà, dans ce truc-là un peu, lisez La sorcière de Limbridge, lisez Les Graciers. En fait, ce livre n'a aucune intensité, je trouve. Je trouve qu'il y a aucune intensité. Je trouve qu'il y a aucune... C'est plat. C'est plat. C'est très plat. On ellipse plein de trucs hyper importants. On détaille des trucs qui le sont moins. On s'arrête sur des personnages qui n'ont aucun intérêt. Grosse déception, très gros flop pour moi. Et encore une fois, c'est pas foncièrement mauvais, c'est juste très médiocre. Mais moi, si on me vend des trucs, il faut que je les retrouve quoi. Si on me dit qu'il y a de la sororité et des femmes en colère, il faut que j'ai de la sororité et des femmes en colère. J'ai pas eu l'impression de lire ça quoi. Je suis désolée si vous l'avez aimé, hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont aimé. Encore une fois, je dis pas que c'est foncièrement mauvais, mais c'est juste foncièrement décevant. Moi, alors peut-être aussi que c'est parce que dernièrement j'ai lu des trucs très engagés et très puissants, justement très intenses et voilà, mais ça vraiment à côté ça fait très pas de figure quoi. Et j'ai lu des textes sur des sorcières qui étaient meilleurs, donc je suis très déçue, franchement je suis très déçue et je suis très triste de pas avoir aimé. J'avais très envie d'aimer, le contexte me plaisait, voilà, le XVIIe siècle, l'Italie et tout, le contexte était hyper intéressant. Il y a aussi cette sorte de peste qui était intéressant, mais le tout en fait je pense que le vrai gros défaut de ce livre c'est pas les idées en soi, c'est l'écriture, les chapitres avec le pape, mais quelle angoisse. Je peux comprendre qu'on ait aimé, mais c'était pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, pas du tout. Après c'est parce que j'ai écouté des avis de gens qui m'ont vendu un truc de sororité et de incroyable, et non, voilà. Donc ce livre-là ne va clairement pas rester chez moi parce que quelle déception. J'ai décidé avec Emeline d'enchaîner sur
je vous l'avais dit, L'héritage sans nom d'Hélène Gustafsson, où on suit une double temporalité avec, alors je pense qu'enfin a priori il y a un tome 1 que du coup on n'a pas lu, donc on a raté peut-être un pan de l'histoire, enfin on a clairement raté un pan de l'histoire parce que des moments ils évoquent des trucs que nous on sait pas. Ça n'empêche pas du tout de suivre l'enquête, vraiment ça peut se lire indépendamment, mais juste si vous avez l'impression au début de parfois avoir raté des trucs par rapport à des événements passés, c'est normal parce qu'en fait il y avait un autre tome avant. Mais bref, c'est pas dérangeant pour cette enquête en soi. Toujours est-il que ici on est sur une double temporalité où on suit un enquêteur qui s'appelle Lars, je sais plus comment, qui a priori s'est passé quelque chose, c'est ce que je vous disais, il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi, et il est en congé parce que voilà, ça n'a pas été facile et il va être rappelé un peu en urgence parce qu'il y a un meurtre qui a été commis, il y a un gynécologue qui a été retrouvé dans une mise en scène assez glauque sur sa table d'auscultation, les pieds dans les étriers, totalement nu, mort, voilà. Et en parallèle, on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elisabeth qui, à ses 16 ans, a fait une soirée avec ses camarades de classe et du lycée, soirée de fin de lycée ou de fin d'année, un truc comme ça, et qui se réveille et qui ne se souvient pas de grand chose, mais elle sait qu'il lui est arrivé, elle sait qu'elle a été V, en gros, voilà. Donc, on va suivre évidemment ces deux histoires en parallèle qui forcément ont des liens, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de comprendre le lien entre la mort de ce gynécologue et notre protagoniste que l'on voit grandir, puisque c'est ce qui lui est arrivé, ça s'est passé en 2001 et que le type mort est retrouvé en 2016, donc il s'est quand même écoulé 15 ans. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très addictif, ça fonctionne très bien, on a des personnages qui fonctionnent, l'inspecteur qui s'occupe de tout ça est pas sexiste, en tout cas j'ai pas relevé de choses sexistes, et pas, voilà, c'est un homme, mais il y a rien de dérangeant. Ce qui est important, enfin pour moi c'est important de le souligner parce que c'est une des raisons qui fait que je n'aime pas du tout les enquêtes policières. Souvent on suit des hommes qui sont des connards, ce qui n'est pas son cas a priori ici. Après j'ai pas lu le précédent, mais ici c'est pas le cas en tout cas, et ça fonctionne très bien, c'est prenant, c'est haletant, ça vous embarque totalement, vous échafaudez des théories. Avec Emeline on a fait plein de théories et tout, c'est trop cool, c'est très bien mené parce que vous commencez à avoir des pointes de, enfin en tout cas on a commencé à deviner la fin, mais genre sur le dernier tiers je dirais, ce qui veut dire que c'est très bien amené. Pendant un long moment on savait pas trop où ça allait, on avait des théories etc, on a creusé nos idées au fur et à mesure qu'on tournait les pages, et quand vous commencez à avoir toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est quand vous arrivez sur le dernier tiers. Le récit vous accompagne vraiment bien sur cette révélation et ça fonctionne très bien. C'était vraiment intéressant, c'était chouette, c'est glauque, franchement c'est très glauque. Vous imaginez bien qu'il y a pas mal de trigger warning sur les VSS et les meurtres et les trucs voilà, pas très ragoûtants, et aussi sur je peux pas vous dire, si je vous dis ça va vous spoiler, donc je vous dis pas, mais si vraiment vous avez des gros trigger warning qui sont totalement dérangeants pour vous, bah contactez-moi et je vous dirai si ça en fait partie ou pas. Mais ça n'a pas de rapport avec des violences sur les enfants et tout, hein, mais voilà, il y a quand même des gros trigger warnings spoilant. Après, est-ce que c'est franchement engagé? Dans une certaine mesure, oui, parce que ça dénonce évidemment certaines choses, notamment par rapport à ce qui arrive à Elisabeth. Après, honnêtement, c'est assez choquant la manière dont ses amis et son cercle d'amis, même avec le recul des années plus tard, traite ce qui s'est passé comme si c'était bon, c'est bon, passe à autre chose quoi. Et c'est intéressant de voir la manière dont c'est fait, et je trouve que c'est pas normalisé par le texte en fait justement, et je trouve que Elisabeth c'est celle qui a la réaction la plus saine dans tout ça par rapport à ce qui lui est arrivé, et la plus compréhensible et normale. Voilà. Après c'est vraiment du pur divertissement pour moi. C'est pas hyper engagé, c'est pas hyper voilà, mais c'est du très bon divertissement, et c'est du très bon divertissement qui n'est pas problématique, qui ne véhicule pas des idées problématiques, je trouve, et du coup ça fonctionne bien, ça fait du bien, c'est un bon thriller, un peu crado, enfin comme on aime bien quoi, un thriller norvégien somme toute, je pense que voilà, c'est clairement c'est ça, ils savent très bien faire les thrillers en Norvège et ça fonctionnait très bien, et j'ai beaucoup aimé, voilà. C'est pas un coup de cœur absolu, c'est pas un 5 étoiles genre coup de cœur révélation de l'année, que moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus engagé au vu de la thématique, je m'attendais peut-être moins à ce côté thriller et plus à un truc plus engagé, mais ça m'a pas non plus dérangé, ça m'a pas manqué. C'est pas comme dans l'autre d'avant où je vous disais que j'avais des attentes et qu'elles ont été très déçues. Là j'avais des attentes, effectivement c'était pas trop dans les attentes que j'avais, pas complètement, mais j'ai pas été déçue parce que j'ai été happée par le récit, par l'écriture, c'était très immersif, et donc du coup effectivement c'est pas un 5 étoiles, c'est pas un coup de cœur absolu, mais j'ai adoré me plonger dans ce bouquin, j'ai adoré tourner les pages, j'avais pas envie de le poser, preuve en est, il est 17h30, j'ai rien monté, j'ai pas du tout mis la vidéo en ligne et ça sera sûrement très en retard, parce que j'avais juste pas envie de le poser, j'avais envie de finir, de savoir, de connaître la fin, et c'est difficile quand vous lisez sur deux livres de ne pas
vouloir connaître la fin. Et bref, c'était voilà, une très bonne lecture, je vous recommande si vous cherchez un thriller pas problématique avec des flics pas problématique. Il y a d'ailleurs une des flics qui c'est très anecdotique, mais je trouve ça bien que ça existe. Une des flics dans l'histoire qui est ouvertement lesbienne, qui est en couple avec une femme et qui en parle quand ils parlent de leur vie privée entre eux. Ça fait du bien, du coup. Ça change un peu des thrillers avec des flics qui sont des écorchés vifs. Donc ça c'est lu, je suis très contente de l'avoir lu, je vous en recommande la lecture. Encore une fois, si vous cherchez un très très bon page turner thriller un peu crado parce que voilà, ça aborde des sujets un peu crado, mais soit. Du coup, là je vais clôturer le vlog. Semaine prochaine on va partir sur un vlog suite de saga, donc je pense que là tout de suite après je vais directement enchaîner avec ma pile à lire, comme ça je pourrai attaquer mes lectures et vous en reparler ensuite voilà, au fur et à mesure de la semaine. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai pu parler. N'hésitez pas à me dire quelles seraient vos 5 stars predictions si vous faisiez cette vidéo, si ou même sans vidéo, si vous faisiez une semaine de lecture uniquement dédiée à des livres que vous pressentez être des 5 étoiles, des coups de cœur, lesquels ça serait. Dites-moi ça en commentaire. Et puis on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée, début de journée, semaine, tout ça. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!